Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Bienvenue au Salon Vivatech. Je me présente, Frédéric Eladab. Je travaille pour le groupe Forvia. Alors Forvia, je vais prendre quelques minutes pour vous présenter l'entreprise. Je suis ici avec vous aujourd'hui comme étant directeur en charge de la décarbonation du groupe, en particulier avec un focus sur les scopes 1 et 2. Les scopes 1 et 2, nous aurons l'occasion aussi de rentrer dans la description de ce que sont les scopes 1 et 2, en accord avec ce qu'on appelle le Greenhouse Gas Protocol. Et Messa, si tu veux bien te présenter. Très bien. Bon, Meissa Tal, donc je suis associé au sein de KPMG. Donc je suis dans une division qui s'appelle Strategy and Operations. Et nous avons eu la chance d'accompagner Forvia dans ce projet. Et on est encore d'ailleurs à leur côté. Donc ravi d'être avec vous. Je vous parlerai ça plus tard. Frédéric. Merci Messa. Donc Forvia, le groupe Forvia a été fondé en 2022. Initialement, vous connaissez peut-être le groupe Faurecia, ainsi que le groupe Hella. Et en début 2022, le groupe Faurecia a pris une part très significative de capital dans le groupe Hella et fondé le groupe Forvia. Donc, le groupe Forvia est un groupe de l'automotive, de l'automobile, un équipementier automobile, aujourd'hui le 7e équipementier mondial, avec un chiffre d'affaires de 25,5 milliards de chiffre d'affaires, environ 150 000 employés autour du monde, dans 43 pays. Comme vous le voyez à l'écran, 291 usines, sites de production industrielle et 76 centres de R&D. Le développement durable est au cœur de la société Forvia, de nos valeurs. Nous avons clairement identifié que le défi environnemental est le défi de notre génération et la décarbonation de notre industrie est une priorité. Nous voulons être leaders dans cette transformation. À la fois sur notre façon d'opérer nos usines, dont nous allons en parler aujourd'hui. Donc, nous avons l'intention de montrer le chemin en partenariat avec nos clients, avec notre supply chain, mais aussi dans le design et dans le développement de nos produits, au travers de développement de produits issus de l'économie circulaire ou des matériaux renouvelables. Nos produits et nos services sont centrés autour de l'électrification du powertrain et du contrôle du véhicule, de l'assistance à la conduite et de l'assistance et de l'environnement du conducteur. Et donc les produits sur lesquels nous travaillons sont plutôt des systèmes, c'est tout l'intérieur du véhicule, donc tout le cockpit autour du conducteur et des passagers, le système de siège, mais aussi la motorisation à hydrogène, donc le véhicule électrique à hydrogène en particulier. Donc le respect de l'environnement et la protection de l'environnement dans nos valeurs sont associés évidemment à la continuité du business et au développement de nos employés. Et ces critères-là rentrent directement dans la gouvernance de l'entreprise. Nous sommes le premier équipementier automobile de grande taille à avoir pris des engagements auprès de SBTi, avec un engagement de type net zéro, avec l'ambition à horizon 2047 d'être complètement net zéro d'un point de vue carbone. Nous avons lancé, entre autres, une division focalisée littéralement centrée sur le développement de matériaux renouvelables, avec un premier focus pour l'industrie automobile, puisqu'on sent bien que nous avons un besoin important de ce côté-là, mais avec l'ambition de mettre à disposition ces matériaux-là au-delà de l'industrie automobile. Donc nos engagements auprès de SBTi, c'est dès 2025 d'être carbone neutral sur les scopes 1 et 2, à partir de 2030 d'avoir adressé notre scope 3
avec une réduction de 45% de nos émissions de CO2 sur le scope 3, et en 2045, d'être net zéro, d'être une entreprise net zéro. Donc ces objectifs-là sont en accord avec la trajectoire définie à la COP21 pour réussir à maintenir le réchauffement climatique au-dessous des 1,5 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle. Alors aujourd'hui, nous allons parler du développement d'une partie, d'une action qui rentre dans un champ important d'actions, de programmes qui ont pour objectif d'adresser notre objectif de 2025. Nous allons parler d'un programme que nous avons co-designé, co-développé avec l'équipe KPMG, représentée par Messa aujourd'hui. Donc cette partie-là est focalisée sur le fait d'équiper un maximum de nos sites avec une capacité d'autoconsommation, de production d'électricité photovoltaïque sur nos sites. L'objectif que l'on s'est fixé est de pouvoir produire sur nos sites 5 à 7% ou plus de 7% de notre consommation d'électricité directement avec nos propres assets, ou avec des assets installés directement sur nos sites. On parle de 130 MW de capacité de production sur 150 sites. Alors pourquoi 150 sites? Vous avez vu qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup plus de sites de production et de centres R&D, mais en réalité, nous sommes comme toutes les entreprises toutes les entreprises et les organisations qui cherchent à développer le photovoltaïque sur site. Nous faisons face à des difficultés diverses et variées. Certaines sont liées à la régulation, d'autres sont liées au fait que nous ne sommes pas les propriétaires des bâtiments et des terrains sur lesquels nous avons une activité. Nous sommes face à des challenges industriels liés au type de bâtiment historique que nous occupons. Et bien entendu à des challenges économiques. La continuité de notre activité doit être aussi garantie pour pouvoir permettre le maintien des activités sur nos sites industriels sur le long terme. Par ailleurs, un challenge auquel on faisait face et qui nous a poussé à nous rapprocher de KPMG, c'était le fait qu'on essayait d'aller vite, on voulait aller vite sur un périmètre très large, avec une vraie complexité. Donc ici, on voit un extrait de notre plateforme de gestion de nos assets, et chaque petit carré représente un site industriel dans le monde. Donc lorsqu'on veut aller vite et déployer beaucoup de projets en très peu de temps, il y a une certaine complexité à gérer, puisqu'on a un périmètre global, mais on a un très grand nombre de projets locaux, qui sont des projets industriels locaux, avec des difficultés spécifiques à chaque site. Donc, KPMG nous a donc aidé à mettre en place cette approche. Donc nous avons sélectionné KPMG après donc, un processus, nous avons mis en place un processus de sélection et nous avons sélectionné KPMG pour nous aider justement à mettre en place la roadmap de transformation, le processus de sélection des partenaires avec qui nous allions travailler de manière globale. Et ensuite, KPMG a eu un rôle clé dans la définition des types de contrats cadres que nous allions négocier ensuite avec les partenaires présélectionnés et les term sheets qui définissaient des termes génériques des contrats que nous voulions appliquer avec nos partenaires. Et donc nos partenaires, en l'occurrence, les partenaires que nous avons choisis, c'est Engie, avec sa filiale en particulier Engie Impact, et EDP, Électricité du Portugal, avec ses filiales, entre autres Sunsip en Asie, qui est le numéro 1 de la production, du management de projets de génération de panneaux solaires décentralisés. Voilà, donc en quelques mots, vous voyez ici l'approche. On a mis en place une sélection globale. On cherchait des partenaires qui soient à la fois globaux, qui aient une réputation irréprochable, qui aient un comportement de partenaire aussi, d'accord, avec un nombre d'interfaces dans le cadre de ce déploiement qui soit limité. On ne pouvait pas se permettre d'avoir des interfaces différentes par pays compte tenu de l'étalement de notre activité industrielle. D'un point de vue développement du contrat cadre, avec l'équipe KPMG, nous avons écrit un
Donc une approche contractuelle qui couvre évidemment les aspects légaux, la définition du process de développement de chacun des projets qui permet en fait la validation au fur et à mesure des projets qui nous amènent à la signature du contrat. Nous avons organisé la gouvernance dans le contrat cadre. Nous avons défini des critères de business et de financement des projets. Et nous avons inclus les term sheets. Les term sheets, donc malheureusement, il y a une complexité régulatoire très importante dans cette activité-là. Et donc nous ne pouvions pas avoir des contrats applicables immédiatement, pays par pays. Donc nous étions obligés de nous baser sur une approche de term sheet qui précise des concepts relativement généraux et qui doivent ensuite être négociés au cas par cas et pays par pays. À partir du moment où nous sommes mis d'accord avec Engie et EDP sur le contrat cadre, nous sommes passés en phase d'application avec une évaluation des potentiels et des conditions économiques site à site. Et en parallèle, nous avons engagé des négociations sur le type de contrat d'application que nous pouvions implémenter pays par pays. OK ? Alors, l'approche comprend et comprenait un certain nombre de risques et d'incertitudes. 80% des bâtiments et des assets sur lesquels nous conduisons nos activités sont aujourd'hui sous lease, sous le contrôle de propriétaires tiers. Nous avions une vision assez partielle des conditions industrielles de nos projets et de nos bâtiments. Une vision aussi assez lacunaire des différences régulatoires, d'ailleurs, qui évoluent au fur et à mesure du projet, puisque ce projet a débuté il y a 2 ans maintenant, et des limitations liées au business model que nous voulions implémenter. Avec des scénarios plus ou moins optimistes ou pessimistes, permettant de situer nos objectifs. Et voilà. Donc, et nous avions une opportunité, c'est qu'avec l'acquisition du groupe LA, nous avons intégré une entreprise industrielle avec des sites propriétaires, avec une entreprise qui est propriétaire de ces sites et qui a des sites industriels de grande taille et une meilleure connaissance en fait historique et une gestion très centralisée de ces assets industriels. Donc, ce qui nous a permis d'augmenter nos ambitions en fait en termes de capacité. Où nous en sommes ? Aujourd'hui, nous avons signé pour 45 MW de contrats d'application. Le programme continue. La bonne nouvelle, c'est que nous sommes très proches de signer une dizaine de contrats au Mexique, de signer des contrats aux USA. Nous avons plusieurs projets en Pologne qui sont en train d'aboutir. Un très beau projet en Hongrie. Qui va aboutir, je dirais, d'ici un mois et demi à 2. Globalement, ici, donc, on est en phase de signature des contrats et à partir de là, les phases d'implémentation durent entre 6 mois et 1 an et demi, en fonction du contexte régulatoire. Il y a toujours des risques dans notre déploiement liés aux conditions environnementales de nos terrains, par exemple. D'accord ? Nous faisons attention à évaluer l'impact sur la biodiversité des projets que nous implémentons. Donc nous ne voulons pas prendre de risques de ce point de vue-là. Nous avons des opportunités aussi, des opportunités significatives, car au travers de ce développement-là, nous avons découvert des opportunités d'utiliser nos propres terrains pour mettre en place des projets de type grid development, qui ne sont pas directement sur nos bâtiments, et qui ont pour objectif finalement de produire de l'électricité pour des groupes d'usines. Par exemple en France, nous espérons aboutir sur un projet qui nous permettrait finalement de contribuer significativement avec de l'énergie solaire à notre consommation, à la consommation de tous nos sites en France. Voilà. Voilà à peu près où nous en sommes, donc c'est ongoing. Mais ça, est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose ? En tout cas, merci Frédéric pour cette présentation très claire et qui montre qu'effectivement le groupe Forvia a lancé ce projet il y a 2 ans et toujours dans la dynamique avec l'engagement effectivement d'un net zéro qui est très clair. Et donc nous, on a été en accompagnement de cette, on va dire, de cette aventure et KPMG de façon globale accompagne l'ensemble de ses clients sur la base de cette approche qui a été bien décrite d'ailleurs par Frédéric. On accompagne à la fois sur les phases amont de stratégie, de définition de la cible, d'évaluation
Et surtout, une fois que la stratégie a été posée, notamment sur la partie, ce qu'on appelle le on-site PPA, eh ben, on engage une phase où on doit structurer, aller chercher des développeurs. Donc ça a été un long process parce qu'on consulte quelque part le monde entier, parce que c'est un projet global, hein, Frédéric l'a dit. Déjà, il faut voir est-ce que l'ensemble des sites, les 200 sites, qu'est-ce qui est éligible. Et une fois de ça, voilà, on interroge les développeurs jusqu'à la signature du contrat. Voilà un peu le point global et on est à votre disposition si vous avez des questions. Il y a une question. Vous avez beaucoup insisté sur le scope 1, scope 2. Le scope 3, je crois que 2030, c'était 45% l'objectif. C'est très ambitieux. Comment vous planifiez de le faire? Est-ce que vous avez déjà commencé le chantier et où est-ce que vous en êtes dans cette phase-là qui me paraît très compliquée à atteindre? Très bien, donc un pas de côté donc, pour parler du scope 3. Vous avez entendu notre ambition, moins 45%. Le scope 3 de Forvia, scope 1, 2 et 3, au global, nous sommes entre 35 et 36 millions de tonnes de CO2 produites chaque année. Vous connaissez la structuration du scope 3, avec la partie contrôlée et la partie non contrôlée. Donc sur la partie non contrôlée, représente une très grande partie de ces émissions. C'est les émissions qui sont liées à la contribution en proportion de la masse de nos produits, hein, embarqués sur les véhicules. D'accord ? Donc les véhicules, pendant leur vie, génèrent du CO2, en particulier les véhicules fonctionnant sur les énergies fossiles, hein, donc à base d'internal combustion engine. D'accord ? Et donc notre vision, c'est qu'entre maintenant et 2030, cette partie-là, qui doit représenter un peu plus de 50% du scope 3, devrait réduire de 50% compte tenu du processus d'électrification qui est en cours autour du monde. Donc ça, c'est la première partie. La deuxième partie, qui est sur le scope contrôlé, de ce côté-là, l'activité Matériacte dont j'ai parlé au début a un rôle à jouer important. Cette activité-là, elle vise d'abord à alimenter notre activité avec des produits issus de la filière de l'énergie, du commerce, de l'industrie circulaire, d'accord ? Donc avec des matières recyclées ou des biomatériaux. Elle vise aussi à développer de l'acier issu de filières décarbonées, de façon à ce que les produits que nous sommes en train d'industrialiser, que nous allons industrialiser dans les 2-3 prochaines années, finalement, voient la quantité le carbone footprint associé réduire fortement. Hein. Donc ça, c'est un facteur majeur. Ensuite, il y a un certain nombre d'autres éléments qui rentrent en compte, comme le management de la supply chain, l'optimisation du packaging density, du truckload, de l'optimisation des routes de distribution et de logistique, l'utilisation du transport multimodal, sont des facteurs qui devraient nous permettre, des leviers qui devraient nous permettre de réduire le footprint, en particulier de notre logistique, de 30 à 50%, par exemple. D'accord ? Donc on a un certain nombre d'actions de ce type-là. Je ne parlerai pas non plus de l'influence qu'on peut avoir sur notre supply chain, sur nos fournisseurs, hein, au travers de l'adhésion aux outils Covadis, à la définition d'objectifs engageants de nos fournisseurs. Donc en fait, on a tout un panel en fait, d'actions qui se centre beaucoup sur le développement des nouveaux programmes, en fait, puisque les programmes que l'on va développer entre maintenant et 2025 auront un run rate, un effet, jusqu'à 2030. Donc c'est vraiment important qu'on s'engage maintenant. OK ? Voilà, merci. Merci Frédéric. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a une dernière question? Je vois, il y a... Monsieur? Non? OK. Merci Frédéric. Merci à vous. Très bientôt. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci.